Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode qui introduit la troisième partie du livre La science déclare la mort du matérialisme, du substantialisme au non-substantialisme. Euh, alors, dans cette troisième partie, il y a donc le chapitre 2, 3, 4, 5, 6. Le chapitre 2, il introduit la physique contemporaine, donc il offre un survol de la physique contemporaine qui comprend la physique relativiste, la physique quantique qui correspond à la première révolution quantique. Donc, au niveau de la physique quantique, nous avons la mécanique quantique, la théorie quantique des champs, le modèle standard et le vide quantique. Troisième axe, c'est la gravité quantique qui cherche à intégrer ces deux grands axes de la physique contemporaine, à savoir la relativité et la physique quantique. Il y a également le quatrième axe, c'est l'information et l'informatique quantique qui constituent en fait la seconde révolution quantique. Donc, encore une fois, donc, je vais introduire brièvement cette thématique-là. Ce qu'il faut retenir en fait, c'est que la physique contemporaine en fait, elle a, à travers justement le développement de la physique relativiste, de la mécanique quantique, théorie quantique des champs, vide quantique, gravité quantique, etc. En fait, elle a essayé essayer de zoomer toujours plus en profondeur, si vous voulez, pour découvrir la nature, la réalité de la matière, de l'énergie, de l'espace-temps, des forces, des lois naturelles, etc. Et donc, en fait, plus la physique, elle zoome, plus elle découvre que la matière en tant que substance et que la notion de particules élémentaires de matière, etc., tout ça, en fait, c'est vraiment euh, non pas une réalité effective, c'est vraiment émergent, si vous voulez, des phénomènes émergents, en fait, et au niveau ontologique, c'est vraiment, ça constitue une illusion, en quelque sorte. Alors, au niveau de la mécanique quantique, donc le chapitre 2, donc il introduit bien sûr le caractère discret et granulaire au niveau de la mécanique quantique. Il introduit également le principe d'incertitude, appelé aussi principe d'indétermination. La notion de possibilité qui est très très importante, à savoir que les systèmes quantiques et les quantons en général, comme l'électron, le photon, quark, protons, neutrons, etc., les quantons et les systèmes quantiques, ils se caractérisent par l'aspect de possibilité. Ça veut dire que, par exemple, un électron, il possède un spin et le spin peut être up ou down, et ainsi de suite. Il y a cet aspect de possibilité qui est vraiment fondamental. Et il y a aussi la notion de superposition d'états. Ça veut dire qu'en fait, un système quantique, il peut être dans différents états, si vous voulez, et donc on représente, on formalise cet aspect-là en termes de superposition d'états. Alors, il y a bien sûr différentes interprétations de cette notion de superposition d'états. C'est traité bien sûr dans ce chapitre 2. Il y a aussi la notion très importante de la dualité onde-particule dans la mesure où un système quantique et un quanton peut se comporter comme une onde, comme il peut se comporter comme une particule selon en fait le contexte. Et il y a également la notion bien sûr de fonction d'onde et de réduction de la fonction d'onde. Ça veut dire en fait le passage du possible à l'actuel. Et donc, en fait, c'est une possibilité qui va être, on va dire, observée lors de la mesure, parmi, bien sûr, les différentes autres possibilités. Donc, dans un sens, d'une manière ou d'une autre, il y a un choix, même si, en fait, peu importe la manière, même si, en fait, le choix est aléatoire, il y a justement le choix d'une possibilité parmi un ensemble de possibilités. Il y a également l'expérience de la double fente qui illustre justement ces différents aspects. Il y a le problème fondamental de la mesure, qui est vraiment un des problèmes essentiels au niveau de la mécanique quantique. Et enfin, il y a le phénomène vraiment très, très, très important, celui de l'intrication, en anglais entanglement, dans la mesure, en fait, nous avons deux systèmes quantiques ou deux quantons qui ont interagi, qui sont devenus, en fait, on va dire, intriqués. À ce moment-là, un changement dans un des systèmes va impacter immédiatement et instantanément
l'autre système intriqué, peu importe la distance qui sépare ces deux systèmes. Alors, donc l'intrication, en fait, elle conduit à des notions, là aussi, révolutionnaires, comme la non-localité, la non-séparabilité, etc. Donc, ces différents axes, si vous voulez, de la mécanique quantique sont introduits dans le chapitre 2. Alors, ce qu'il faut retenir, en fait, alors, tous ces éléments-là, bien sûr, sont très importants, mais ce qu'il faut retenir, c'est cette notion de possibilité. Elle est vraiment fondamentale. D'ailleurs, la notion de superposition se base sur la notion de possibilité et la notion d'intrication se base également sur la notion de possibilité et de superposition et ainsi de suite. Euh, et donc, il y a cette notion de possibilité et bien sûr le passage du possible à l'actuel qui s'effectue d'une manière ou d'une autre suite, comme nous avons dit, à un acte de choix, peu importe la manière de l'acte de choix. On peut supposer que c'est aléatoire, mais peu importe. Donc, il y a un choix d'une possibilité parmi l'ensemble des possibilités. Et donc, dans ce sens-là, il y a création de l'information et bien sûr éventuellement utilisation de cette information qui est créée et bien sûr traitement de l'information. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que, et ça c'est vraiment fondamental, c'est que d'une part, la possibilité, elle est fondamentale en physique quantique et elle est fondamentale aussi au niveau de l'informatique, au niveau de la théorie de l'information, au niveau des systèmes dynamiques de traitement de l'information, dans la mesure où l'information correspond à un acte de choix d'une possibilité parmi un ensemble de possibilités. Et donc, il y a justement création d'une information qui est que une possibilité a été choisie parmi l'ensemble des possibilités. Donc, on est en droit de se poser la question est-ce que les quantons, est-ce que les systèmes quantiques, est-ce qu'ils ne correspondent pas à des systèmes dynamiques de traitement de l'information? Puisqu'en fait, cette notion de possibilité, elle permet en fait, disons, on va dire pratiquement la fusion de ces deux grands axes, à savoir la physique quantique et le traitement dynamique de l'information. Donc, c'est justement l'interprétation informationnelle, comme on va le voir, va se baser sur cet aspect-là et va essayer de répondre à cette question-là. Voilà. Alors, le troisième chapitre, il introduit différentes interprétations de la physique contemporaine, en particulier de la physique quantique. On commence dans un premier temps par introduire différentes attitudes des physiciens et des philosophes de la physique, à savoir l'attitude réaliste, l'attitude anti-réaliste, l'attitude agnostique et l'attitude instrumentaliste. Ensuite, le chapitre, il introduit plusieurs interprétations, en commençant par l'interprétation qui a été disons, la plus utilisée, considérée comme étant l'interprétation orthodoxe, à savoir l'interprétation de Copenhague. Mais bien sûr, elle n'est pas la seule. Il y a plusieurs autres interprétations qui ont été développées et défendues par plusieurs physiciens et philosophes de la physique. Entre autres, donc, il y a l'interprétation onde pilote, l'interprétation effondrement spontané de la fonction d'onde, l'interprétation en termes de pluralité des mondes, l'interprétation bayésianisme quantique, qui s'appelle également cubisme, l'interprétation relationnelle et structurelle de la théorie quantique, l'interprétation basée possibilité et potentialité, ça veut dire que vraiment on considère la possibilité comme une réalité fondamentale. L'interprétation basée événements et processus, dans la mesure où on considère que les événements constituent la réalité première de l'univers et non pas la matière. Et bien sûr, les événements constituent des processus, et ensuite nous avons des processus beaucoup plus complexes, et ainsi de suite. Et en définitive, il y a bien sûr l'interprétation informationnelle processuelle qui est présentée plus en détail dans les chapitres 4, 5 et 6. Alors, c'est sur cette interprétation que je vais les focaliser. Donc, le chapitre 4, il introduit les éléments de base, je dirais, de cette interprétation informationnelle processuelle. Et peut-être, et il faut souligner encore une fois l'expression de Gley qui disait que de plus en plus, les physiciens et les théoriciens de l'information ne font qu'un. C'est-à-dire vraiment, il y a eu cette fusion de la physique quantique et
du paradigme de traitement de l'information et de l'informatique, on va dire en général. L'informatique en tant que système, que science des systèmes dynamiques de traitement de l'information, pas nécessairement dans le sens de science de l'ordinateur seulement. Donc, alors, avant de voir plus en détail justement cette interprétation informationnelle, ce serait bien de introduire brièvement qu'est-ce qu'on entend par information, qu'est-ce qu'on entend par le paradigme de traitement de l'information, et aussi en fait le fait que il y a eu dès le début, dès les années 60, le développement d'une métaphysique digitale, basée sur justement l'analogie entre l'ordinateur et l'univers. Et bien sûr, cette métaphysique, en fait, elle a été critiquée par plusieurs chercheurs, qu'on verra par la suite. Donc, euh, alors, il faut souligner au début, en fait, que l'interprétation informationnelle processuelle de la physique contemporaine, elle présente en fait deux perspectives. Et il y a la perspective épistémologique qui concerne la mécanique quantique en tant que science. À ce moment-là, euh, en fait, cette perspective épistémologique, elle présente la mécanique quantique en tant que, en fait, elle est concernée dans un premier temps par l'information. Donc, c'est une science qui traite dans un premier temps de l'information. Et il y a bien sûr la perspective ontologique de cette interprétation informationnelle processuelle qui, elle, concerne la réalité du monde, en fait, et donc elle envisage le monde comme étant fait d'informations. D'accord? Alors, dans le cadre justement de cette interprétation informationnelle processuelle, il y a en fait quatre thèses, si vous voulez, concernant la place et le rôle ontologique de l'information dans le niveau physique. Il y a la thèse qui dit que l'information n'a aucun rôle ontologique. La deuxième thèse qui affirme que l'information émerge avec la vie biologique seulement, pas au niveau physique. Il y a aussi la thèse qui affirme que l'information et l'énergie constituent les deux réalités premières. Et enfin, il y a la thèse qui affirme que seule l'information constitue la réalité première de l'univers. D'accord? Alors, donc deux mots concernant la nature de l'information. Euh, alors, en fait, l'information, c'est un petit peu comme l'énergie. Elle se présente sous de nombreuses formes, avec de nombreuses significations et définitions, dans différents domaines et applications, et selon différentes perspectives. Par exemple, nous avons la perspective sémantique, philosophique et épistémologique, la perspective mathématique, la perspective systémique, la perspective logique, etc. Il y a aussi en fait différentes théories de l'information. Il y a la théorie statistique de l'information, la théorie sémantique de l'information, la théorie algorithmique de l'information, la théorie pragmatique de l'information, la théorie de la dynamique de l'information, et ainsi de suite. Alors, concernant la définition de l'information, on va retenir en fait trois définitions fondamentales de l'information. Il y a informer dans le sens d'instruire, de communiquer, de transmettre, bien sûr transmettre d'un agent à un autre, la description d'une situation, d'un fait, d'un phénomène ou de l'état d'un système. Il y a, deuxième définition, c'est informer dans le sens de donner une forme ou une structure ou une organisation à une entité ou à une action ou à un processus ou à un système. Et troisième définition, c'est l'information justement en tant qu'acte de choix d'une possibilité parmi un ensemble de possibilités. Il faut souligner en fait que de même qu'il y a l'universalité de la possibilité, ça veut dire en fait on trouve cette notion de possibilité, elle est présente à tous les niveaux, elle est présente au niveau microscopique, au niveau des systèmes quantiques, présente au niveau biologique, présente au niveau psychologique, etc. Bien sûr au niveau sociologique et ainsi de suite. Alors de la même manière, l'information, elle est aussi universelle, elle est aussi présente à tous les niveaux, parce que justement, il y a ce lien très fort entre l'information et la notion de possibilité. Il y a également un point très important, c'est l'universalité de la définition de l'information en tant qu'acte de choix d'une possibilité parmi un ensemble de possibilités. Effectivement, parce qu'en fait,
dans cette définition, on ne précise pas la nature des possibilités. Ça peut être n'importe quoi. D'accord? Donc, la définition de l'information, elle concerne beaucoup plus cet aspect de choix d'une possibilité parmi un ensemble de possibilités, peu importe la nature des possibilités. C'est dans ce sens où c'est universel. Alors, donc, concernant le paradigme de traitement de l'information, c'est vraiment une des grandes découvertes de la période contemporaine. Et ce paradigme-là, il a grandement impacté et façonné, bien sûr, la technologie, mais pas seulement la technologie. Il a façonné la pensée, la culture, la vie des individus et des sociétés. Nous vivons dans l'âge de l'information et du traitement de l'information, et bien sûr dans l'âge de l'intelligence artificielle, etc. Donc, l'humain, en fait, contemporain, il constate justement de plus en plus la place centrale de l'information et du traitement de l'information dans sa vie et dans tous les niveaux de l'existence. D'accord? De la cosmologie et de la physique à la psychologie et la sociologie, en passant par la biologie. Donc, c'est vraiment omniprésent. Par exemple, justement, si on considère justement le cerveau humain ou le cerveau de n'importe quel animal. Qui aurait soupçonné ou imaginé que cette matière moelleuse, statique et inerte qu'est le cerveau correspond en réalité à un système dynamique hyper complexe de traitement de l'information? C'était vraiment inimaginable et insoupçonnable avant justement cette grande découverte. De la même manière, en fait, qui aurait soupçonné ou imaginé que cette matière microscopique qu'on observe seulement avec un microscope, qu'est la cellule, correspond en réalité à un système dynamique hyper complexe de traitement de l'information. Personne ne l'aurait soupçonné avant sa découverte à partir de la seconde moitié du XXe siècle avec la nouvelle biologie. Et bien sûr, ce qui est vrai pour la cellule, c'est vrai également pour n'importe quel organe, puisqu'en fait, un organe est constitué de cellules. Et c'est vrai et aussi pour n'importe quel organisme biologique vivant, puisque un organisme biologique, il est constitué d'organes et de cellules. Donc, les organes, les organismes, cellules, sont tous des systèmes dynamiques hyper complexes de traitement de l'information. Donc, on est en droit de se poser la question. Est-ce que le paradigme de traitement de l'information, est-ce qu'il ne s'applique pas aussi au niveau physique, on va dire, au niveau des atomes, bien sûr, des molécules, des quantons, du vide quantique et même de l'espace-temps? Donc, c'est vraiment cette question fondamentale qui nous concerne et concerne bien sûr plus particulièrement l'interprétation informationnelle et processuelle de la physique contemporaine. Alors en fait, justement, cette interprétation, elle va nous montrer que effectivement, un atome, c'est un système dynamique de traitement de l'information. Elle va même nous faire découvrir que le vide quantique correspond sans doute à un système dynamique de traitement de l'information. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, mais en fait, c'est vraiment, disons, les recherches tendent vers cela. Alors, il faut souligner en fait que disons, l'application du paradigme de traitement de l'information dans l'étude et la compréhension du monde et de l'univers, elle a commencé dès les années 60. Donc, en fait, dès le début justement du développement de ce paradigme et dès le début de la construction des premiers ordinateurs, dès le début en fait du développement de l'informatique et ainsi de suite. Donc, à partir des années 60 et des années 1970, il y a eu des chercheurs qui ont commencé à envisager le monde physique, envisager l'univers en tant que super ordinateur donc en tant que système dynamique de traitement de l'information. Alors bien sûr, on va dire, cette analogie-là, elle a été critiquée par certains. Mais le plus important, en fait, c'est que à partir des années 1980-1990, surtout avec le développement de la seconde révolution quantique, avec le développement de l'information quantique et de l'informatique quantique, et bien sûr de l'ordinateur quantique, au niveau du 1980, dans les années 1980, c'était surtout l'idée de l'ordinateur quantique. Donc, à partir de ces années-là, l'interprétation informationnelle processuelle, vraiment, elle a, du niveau physique,
elle a commencé à s'imposer de plus en plus, vraiment. Et donc, on a commencé à euh, envisager de manière vraiment sérieuse que l'atome, les quantons, les champs quantiques, le vide quantique constituent en fait des systèmes dynamiques de traitement de l'information. C'est vraiment incroyable, euh, mais en fait, on est de plus en plus convaincu que c'est vrai. C'est incroyable, mais vrai. Alors, le cinquième chapitre, en fait, il présente le premier développement de l'interprétation informationnelle processuelle durant les années 1980-1990, comme nous avons dit, avec le développement de la seconde révolution quantique. Alors, on peut souligner en fait qu'à ce stade-là, en fait, il y a eu, disons, quatre développements de cette interprétation. Premier développement, c'est certainement celui de Bohm et ses collaborateurs autour de la notion de potentiel quantique, ordre implicite, ordre explicite, etc. En fait, c'est toute une théorie qui a été développée par ces chercheurs-là. Deuxième réalisation en fait de l'interprétation informationnelle processuelle du niveau physique. C'est ça en fait de Van Weizsäcker qui, avec ses collaborateurs, qui ont développé la notion de Hall qui correspond plus ou moins à la notion de qubit dans l'informatique quantique. Troisième, disons, réalisation, on va dire, de l'interprétation informationnelle processuelle au niveau physique, c'est celle de John Wheeler et de ses collaborateurs en fait, illustré, si vous voulez, par le slogan It from Bit. Ça veut dire it, ça veut dire toute chose physique dérive en définitive de bit, ça veut dire dérive en définitive de l'information. Donc pour ces auteurs-là, l'information, c'est vraiment la réalité ultime de l'univers. Il y a également, disons, l'interprétation informationnelle processuelle de Hefner et ses collaborateurs qui ils ont envisagé en fait l'évolution de l'univers comme étant une évolution des systèmes dynamiques de traitement de l'information. D'accord? Donc, ça, c'est vraiment un aspect qui est très important. Et il y a aussi, en fait, bien sûr, durant les années 1980-1990, le développement ou des sciences des systèmes dynamiques, à savoir donc les systèmes ouverts, non linéaires, chaotiques, complexes, etc. Et dans ce cadre-là, vraiment, on a constaté donc l'importance de la notion d'information dans le cadre de justement des systèmes dynamiques. Alors, le chapitre 6, il présente on va dire, le second développement de l'interprétation informationnelle processuelle suite en fait au développement extraordinaire qu'a connu la seconde révolution quantique, à savoir donc l'information et l'informatique quantique. Et donc, dans ce cadre-là, en fait, l'interprétation informationnelle processuelle, elle a couvert tous les aspects de la physique contemporaine, en particulier de la physique quantique. Donc, bien sûr, elle a couvert la seconde révolution quantique, le niveau quantique, la théorie quantique des champs, le vide quantique. Il y a aussi la relation entre le vide quantique, la physique de la matière condensée et l'information quantique. Il y a également cette interprétation, elle a couvert la gravité, la théorie de la gravité quantique et aussi l'émergence de l'espace-temps. L'émergence de l'espace-temps à partir d'une réalité qui est essentiellement constituée de qubits, intrication entre qubits, interaction entre qubits, etc. Donc dans ce cadre-là, on n'envisage plus l'espace-temps comme une réalité première, fondamentale de l'univers, mais beaucoup plus comme quelque chose qui émerge d'une réalité beaucoup plus fondamentale qui, elle est de nature informationnelle, processuelle et énergétique. Voilà. Alors, dans ce cadre-là, dans le chapitre 6, l'auteur, en fait, il présente une thèse importante qui est qu'en fait, d'envisager le vide quantique comme étant une mémoire dynamique cosmique. Alors, cette thèse-là, elle se base justement sur l'étude du rapport entre le vide quantique, la physique de la matière condensée et l'information quantique. Donc,
pour conclure cette partie-là, soulignant en fait que la boucle, elle est carrément bouclée. Ça veut dire vraiment la physique contemporaine, elle témoigne de l'adéquation de l'interprétation informationnelle processuelle euh, pour tout le niveau physique. Et bien sûr, on a déjà montré l'adéquation de l'interprétation informationnelle processuelle pour les autres niveaux de l'existence, à savoir le niveau biologique, le niveau psychologique, le niveau social, etc. Voilà, donc j'arrive à la fin de cet épisode. Merci pour votre attention et à la prochaine.